Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un sujet qui nous concerne tous au quotidien. C'est notre identité sur Internet. Pour cette analyse, on s'appuie sur le guide Souveraineté numérique de Domorex et plus particulièrement sur le chapitre Identité numérique et connexion rapide. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce qui se cache derrière les boutons comme se connecter avec Google ou continuer avec Apple, pour faire des choix plus éclairés, sans pression. Pour que ce soit très concret, on va commencer avec une situation. Celle de Françoise, 62 ans, elle veut s'inscrire à un cours de photographie en ligne. Sur la page, elle a le choix, soit elle crée un compte avec son email, soit elle utilise les fameux boutons Continuer avec Google ou Facebook. Elle choisit Google. C'est simple, c'est rapide, pas de nouveau mot de passe à retenir, et puis, par facilité, elle fait la même chose sur plein d'autres sites. Et c'est là que les choses se compliquent un peu. Un jour, Françoise reçoit un message de Google. On l'informe que son compte est suspendu temporairement pour une activité inhabituelle. Ah, Le problème, c'est qu'elle ne perd pas seulement l'accès à ses emails, non, bien sûr, elle perd aussi l'accès à tous les sites où elle s'était inscrite avec ce même bouton. à tout. Le cours de photo, tout ça. Exactement. Elle n'avait rien fait de mal, mais elle avait, sans le savoir, créé ce qu'on appelle un point unique de défaillance. Un point unique de défaillance, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'en liant tout à une seule identité, si cette identité a un problème, tout le reste s'écroule avec. D'accord, alors décortiquons un peu ça. Qu'est-ce qu'on entend exactement par identité numérique? C'est une excellente question. Une identité numérique, en fait, c'est simplement l'ensemble des informations qui permettent de nous reconnaître en ligne. Comme un nom, une adresse email. Oui, un nom, un email, parfois une photo, nos préférences, notre historique. Et contrairement à une carte d'identité physique, on peut en avoir plusieurs. Une pour les achats, une autre pour les réseaux sociaux, une pour les démarches administratives. D'accord. Chaque fois qu'on crée un compte, on utilise ou on crée une de ces identités. Et ici, ce chaque titre nous explique qu'il y a trois grandes manières de créer un compte. Exactement. Trois approches. La première, c'est le compte local, la méthode, disons, traditionnelle. Celle qu'on connaît depuis toujours. Voilà, on crée un identifiant et un mot de passe directement sur le site concerné. L'avantage, c'est qu'on garde le contrôle, j'imagine. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est ça. L'inconvénient, ça fait un mot de passe de plus à gérer. Et c'est là qu'arrive la deuxième méthode. La connexion centralisée. C'est le fameux bouton «Continuer avec Google, Facebook, Apple». On utilise un compte qui existe déjà pour se connecter partout. C'est très rapide, un seul mot de passe à retenir. Mais le risque, c'est celui de Françoise. Si ce compte central est bloqué, on perd accès à tous les sites qui y sont liés. Tout à fait. Et puis, il y a la troisième voie. Une sorte de solution intermédiaire? Oui, le gestionnaire d'identité. C'est une approche un peu plus avancée. C'est un outil spécialisé qui va stocker tous nos identifiants de manière sécurisée. Ah, comme un coffre-fort à mot de passe. C'est exactement l'idée. Ça permet d'avoir des mots de passe uniques et très forts partout, mais ça demande un petit temps d'apprentissage au début. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Que se passe-t-il techniquement, mais de façon simple, quand on clique sur ce bouton «Continuer avec Google»? Alors le processus est très rapide, ça se joue en quelques secondes. D'abord, le site que l'on veut rejoindre demande à Google est-ce que cette personne est bien qui elle prétend être. D'accord, une vérification. Voilà. Ensuite, Google vérifie de son côté et répond au site oui, c'est bien elle. Après ça, Google partage quelques informations de base avec le site. Le nom et l'email, en général. Oui, le nom et l'email. Et à partir de là, le site nous crée un compte automatiquement. Le point fondamental à comprendre, c'est que Google devient un intermédiaire. Un intermédiaire qui sait des choses. Oui, il sait où nous créons des comptes et quand nous nous y connectons. Ici, on propose une analogie qui est très parlante, celle de la clé universelle. Imaginez avoir une seule clé qui ouvre la porte de la maison, la voiture, le bureau, la boîte aux lettres. C'est exactement ça. C'est très pratique. On n'a qu'une seule clé à transporter. Le rêve. Mais si on la perd, on perd l'accès à tout. Et si on nous la vole, c'est toute notre vie qui est exposée. Voilà. Et la personne qui fabrique cette clé, elle sait précisément combien de portes cette clé peut ouvrir. Les connexions centralisées fonctionnent sur ce même principe. C'est pratique, mais c'est risqué. Alors quel est le grand principe à retenir de tout ça? On a un peu l'impression d'être face à un dilemme entre la simplicité et la dépendance. C'est le cœur du sujet. Plus une identité centralisée, un seul compte pour 50 sites, plus elle est simple à utiliser. C'est indéniable. Mais plus elle est simple, plus elle crée une dépendance. Exactement. Et à l'inverse, plus on s'éloigne de ce modèle en créant des comptes locaux un peu partout, plus la responsabilité personnelle augmente. Il faut gérer les mots de passe, les sauvegardes. Oui, on gagne en contrôle, mais ça demande plus d'efforts. Il n'y a pas de solution parfaite, c'est un compromis à trouver pour chacun. Mais
il faut reconnaître que ces connexions centralisées ont de vrais avantages, sinon personne ne les utiliserait. Absolument. Il y a un gain de temps qui est énorme, on ne remplit pas sans cesse les mêmes formulaires. C'est vrai. La sécurité est aussi relativement bonne parce que ces grandes entreprises ont des équipes dédiées à ça. Et si on oublie son mot de passe, c'est souvent plus simple de le récupérer. Oui, Mais il y a des implications moins visibles. La traçabilité de nos activités, le croisement de nos données et cette dépendance à un écosystème qui rend difficile de changer de fournisseur plus tard. d'accord. Donc, l'important, ce n'est pas de tout rejeter en bloc. Non, c'est de comprendre pour pouvoir choisir consciemment. Alors, comment choisir, concrètement? Ouais. Est-ce qu'il y a une règle simple qu'on peut appliquer? On peut suivre une logique assez simple, en 3 niveaux. D'abord pour les sites secondaires, un forum, un site d'actualité, un jeu. Des choses pas très importantes. Voilà. Pour cela, la connexion centralisée est acceptable. Perdre l'accès n'est pas dramatique. D'accord. Et pour les sites plus importants? Alors là, pour les sites importants, la banque, la santé, l'administration, le travail, il est vraiment préférable de créer un compte local. Avec un mot de passe unique et fort. Idéalement géré par un gestionnaire de mots de passe, oui. Et pour les sites vraiment très sensibles, essentiels. Les finances personnelles, les documents privés. Là, il faut toujours créer un compte local et activer la double authentification. C'est la sécurité maximale. D'accord. Revenons à Françoise. Si elle avait appliqué cette logique, qu'est-ce que ça aurait changé pour elle? Ah, sa situation aurait été très différente. Elle aurait pu garder la connexion Google pour son cours de photo, par exemple. Oui, le risque est limité. Voilà. Mais pour ses sites d'achat en ligne, elle aurait créé des comptes locaux. Son compte bancaire, lui, était déjà sécurisé de cette manière. Du coup, la suspension de son compte Google, Elle aurait seulement empêché d'accéder à ses cours, ce qui est gênant, mais pas catastrophique. elle aurait conservé l'accès à tout le reste. Oui, elle aurait eu le temps de régler le problème sans paniquer. L'idée, c'est vraiment de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pour synthétiser, quelles sont les actions clés que l'on peut retenir? Il y a 3 pistes très concrètes. La première, c'est d'identifier ses comptes clés. Faire une petite liste mentale des 3 à 5 sites les plus importants et vérifier comment on s'y connecte. Juste faire le point. C'est ça. Deuxièmement, vérifier les connexions existantes. Aller dans les paramètres de son compte Google, Facebook ou Apple, dans la section Applications et sites connectés. Et faire le ménage, j'imagine. Exactement. On nettoie la liste en supprimant les accès aux services qu'on n'utilise plus. Et la troisième étape? Faire un premier pas. Choisir un site important qui est actuellement connecté via un compte centralisé et y créer un nouveau compte local avec un mot de passe unique. Juste un pour commencer. Oui. Ces quelques ajustements permettent déjà de réduire fortement la dépendance sans renoncer complètement à la simplicité. Toute cette réflexion sur qui détient les clés de nos accès numériques soulève une autre question importante pour l'avenir. Alors, lorsque certains services nous demandent de prouver qui nous sommes avec une pièce d'identité officielle, que deviennent ces informations et où se situe la frontière entre notre identité physique et nos multiples identités en ligne? C'est une excellente question, qui prolonge directement notre discussion. Car si aujourd'hui on confie notre accès à des tiers, demain on leur confiera peut-être la validation de notre identité légale. La question du contrôle et de la confiance reste absolument centrale. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors voilà, si jamais ce chapitre vous a été utile, sachez que vous trouverez des ressources complémentaires directement sur le site web de Domorex. Pour ça, rendez-vous sur domorex.com. D'ailleurs, le lien est indiqué juste en dessous, dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode et passez une excellente journée.